Le débrief, l'émission sur toute l'actualité du foot régional avec Radio VSM et le foot normand. Chers amis, on se retrouve pour le débrief, la troisième partie de cet épisode 7, le débrief, chaque lundi soir avec Radio VFM et Foot Normand. Toujours à mes côtés, l'indéboulonnable Mathieu Billot. Salut Mathieu. Salut Christophe, salut à tous. Le débrief, l'émission sur toute l'actualité du foot régional avec Radio VSM et le foot normand. Dans cette troisième et dernière partie du débrief, vous le savez, on s'intéresse au foot en région et aujourd'hui focus sur un club qui ne laisse pas grand monde insensible en Normandie, le FC Rouen, pensionnaire de National 2. Alors qui de mieux pour parler des Diables Rouges que Grégory Caru-Thomas qui suit le FCR pour Paris-Normandie et qui plus généralement suit le club depuis plus d'une trentaine d'années maintenant. Salut Greg. Salut Christophe, salut Mathieu, salut à tous. Salut Greg. On parle du FCR donc dans cette troisième partie du débrief. Un FC Rouen qui respire un peu mieux ce week-end depuis sa victoire face à Plabennec. Les Bretons relégables pouvaient revenir à un petit point du FCR en cas de succès. C'est pas passé loin d'ailleurs puisqu'ils menaient 1-0 à la pause et ils ont rejoint les vestiaires en supériorité numérique après l'expulsion de Wada. Mais en deuxième période, il y a eu cette très belle réaction des hommes de Sarah Foulet-Mendy et Arnaud Marguerite pour au final une victoire 3-1. Greg, vous avez suivi ce match. Qu'est-ce que vous en avez pensé ? Alors, qu'est-ce que j'en ai pensé ? La première mi-temps, je vais la mettre à part parce que je crois que c'est une des plus mauvaises premières mi-temps que j'ai vues cette saison, mais aussi depuis bien longtemps. Par contre, il y a eu une belle réaction en seconde période, en infériorité numérique. Je pense que ce qui a été un peu le déclic, c'est que le SR a réussi à revenir au score assez rapidement. Et que ça a mis un bon coup sur la tête de Plabennec et derrière ils ont déroulé avec un joli but d'un jeune formé au club, Antoine Bernasque, qui l'a permis à son équipe de se libérer et ensuite avec les espaces qui se sont créés, le FCA a réussi à marquer un troisième but. C'est bien pour eux parce qu'effectivement s'il s'était incliné, Plabennec sera revenu à un point du FCR, Plabennec qui est premier relégable dans la poule. Et là, ça aurait été un petit peu plus compliqué. Voilà. Mais une bonne réaction, on va dire. Après, sur l'ensemble du match, il y a moyen, compte tenu de la première mi-temps, qui c'était vraiment pas terrible. Greg, tu faisais référence donc à ce but d'Antoine Bernasque, un jeune du club, parce que ce week-end, il y avait pas mal d'absents du côté du FCR, entre les suspendus, il y avait Clément Bassin, Valentin Sanson, il y avait aussi quelques blessés, notamment Mondi Prunier. Du coup, il y avait quelques jeunes sur la feuille de match. Donc on a fait référence à Antoine Bernasque. D'ailleurs, tu lui as consacré un article ce matin dans les colonnes de Paris-Normandie. Qu'est-ce que tu peux nous dire de ce jeune joueur qui a déjà un parcours assez riche ? Eh bien, il est de la région, il est de Quincampoix. D'ailleurs, je l'ai écrit, son grand frère est l'entraîneur de l'équipe première de Quincampoix. Il a fait ses classes à Quincampoix, passé par Billorel. Ensuite, il est arrivé au FCR. À chaque fois, il a été surclassé. Il a joué un petit peu en équipe réserve et il est parti à Valenciennes où de mémoire il avait signé un contrat d'aspirant pro. Il est resté une année là-bas, ils l'ont pas gardé. Ensuite il a rebondi à QRM, mais comme il l'a expliqué avec l'année Covid c'était un peu compliqué. Et il est revenu au SCR et tout de suite il a intégré l'équipe première à l'entraînement. Il fait tous les entraînements avec l'équipe première. Et puis beaucoup de gens se demandaient pourquoi depuis le début de la saison il n'était pas titularisé, parce que c'est vrai que l'entraînement c'était pas mal ce qu'il produisait. Et puis là, première titularisation, il a saisi sa chance, il marque un but. Donc je pense qu'on le reverra à terme en équipe première et peut-être qu'il arrivera à faire sa place, notamment parce que comme tu l'as dit, il y a pas mal de blessés, donc il y a des places à prendre. Et d'une manière générale, on sent un petit peu que cette jeunesse rouennaise, cette jeunesse du FCR, elle pointe un petit peu le bout de son nez. Donc on faisait référence à Antoine Bernasque. Il y a aussi Adil Itous qui est rentré ce week-end. Il y avait aussi Mustapha Elunsi qui est sur la feuille de match. Quel rôle elle peut jouer cette jeunesse du FCR dans cette saison de N2 ? Je pense qu'elle peut apporter un petit peu de folie, qui manque peut-être parfois à ce groupe et peut-être aussi un peu d'insouciance, notamment à domicile, où les résultats sont franchement pas terribles, puisque Rouen a joué 3 matchs, a perdu 2 fois et a fait un match nul. On a le sentiment parfois que les gars qui sont en place sont un petit peu tétanisés, on va dire, par
peu régner dans le stade, et peut-être que justement ces gamins-là, eux, qui ont l'habitude du contexte, qui ont l'habitude aussi de voir des supporters, notamment en R1, parce qu'il y a du monde qui vient, et que peut-être qu'eux, avec l'insouciance, ils arriveront à jouer un peu plus libérés qu'à domicile. Ça peut peut-être faire la différence. On pense, tu as cité Adilitus qui a par exemple a marqué à Chambly en Coupe de France. Il était rentré en fin de match, il avait marqué. Donc oui, ça peut apporter peut-être un brin de folie qui manque parfois au FCR, notamment à domicile. Ouais. Greg, tu faisais référence, c'est compliqué à Diochon, c'est paradoxal, mais il y a un blocage. Ils ont un peu ce sentiment-là aussi, les joueurs et le staff, ou on n'en est pas encore là aujourd'hui? Alors j'avais posé la question, bien évidemment, mais alors eux me disaient que non, mais depuis la tribune on a vraiment l'impression, et notamment quand on regarde ce qui se passe à l'extérieur, où là on a vraiment l'impression qu'il y a une vraie différence dans la façon d'appréhender les matchs. Moi je pense qu'il y a quand même une petite dose de stress, il y a quand même une vraie pression à domicile. Le fait d'avoir des supporters, ça peut être positif, mais aussi être négatif dans le sens où il peut y avoir des joueurs que ça crispe. Et le fait est qu'à l'extérieur, c'est un petit peu différent. Parce que si on regarde les résultats, je crois que le FCR a quasiment un parcours de champion à l'extérieur, puisque Rouen a joué la plupart de ses matchs à l'extérieur du fait des changements de pelouse à Diochon en début de saison. Mais donc le FCR a commencé par 5 matchs à l'extérieur. Et ça s'est plutôt bien passé. Donc oui, moi je pense qu'il y a sans doute un problème un peu psychologique à Diochon. Maintenant, eux, les joueurs, les dirigeants prétendent le contraire, mais ils sont peut-être mieux placés que moi pour le dire, je ne sais pas. Voilà. Ouais, on appuie ce que tu dis, Greg. Donc du coup, comme il y a eu beaucoup plus de matchs à l'extérieur qu'à domicile, aujourd'hui en championnat, il n'y en a eu que 3. Pour le bilan peu flatteur, 1 nul contre la Lanterne Rouge Vitré et 2 défaites. Donc effectivement, pour le moment, c'est pas formidable à domicile, et donc il va falloir forcément que ça s'améliore, parce que forcément, si vous avez joué plus de matchs en début de saison à l'extérieur, dans la deuxième partie de saison, il y en aura beaucoup chez vous. Donc faudra un moment quand même un moment prendre des points pour éviter des mauvaises surprises. 10 matchs à domicile. Après, il peut y avoir un autre facteur qui joue aussi, c'est qu'à domicile, en général, les équipes qui viennent à Diochon jouent relativement bas, avec un bloc bas, et peut-être qu'effectivement le FCR a plus de difficultés, on va dire, face à des blocs bas que face à des équipes à l'extérieur, où les équipes ont plus tendance à se livrer, on va dire. Et peut-être que ce FCR version 2021-2022 est plus à l'aise quand il y a des espaces que quand il n'y en a pas. Et ça pourrait aussi expliquer les résultats à domicile. Maintenant, comme tu l'as dit, va fatalement falloir changer de braquet, parce qu'il y a 10 matchs à domicile sur la phase retour. Et si le FCR veut jouer quelque chose, parce que rien n'est perdu encore, de mémoire, ils sont à 4 points de Saint-Privé qui est 4e, et qui rencontre la prochaine fois à domicile, rien n'est perdu. S'ils veulent pouvoir jouer encore quelque chose dans le haut de tableau, ça passera pas tellement par des résultats à Diochon. Ouais, justement, ça allait être l'objet de la question suivante, Greg. La transition est toute faite, c'est magnifique. Le FCR est remonté à la 7e place avec cette victoire, ça va vite, le foot c'est magnifique. À quoi peut prétendre cette équipe rouennaise cette saison? Alors, officiellement, le club n'a pas annoncé qu'il jouait la montée. Le club n'a pas annoncé non plus que c'était une année de transition après le changement de direction qu'il y a pu avoir cet été, et aussi de coach, puisque David Giguel est parti à Angoulême, le coach qui avait fait remonter le FCR en N2. À quoi peut prétendre cette équipe? Moi je pense qu'elle peut légitimement espérer se mêler à la lutte pour la montée. Après, est-ce qu'elle a l'effectif pour vraiment parvenir à ses fins? Je pense pas. Je pense qu'il y a eu beaucoup de changements. Il y a quand même aussi beaucoup de jeunes. Si on regarde la défense qui a été alignée lors du dernier match contre Plabennec, il y a quand même Barekti qui a 19 ans, Bouzamouchak a 21 ans, Bernasque a 20 ans. Il va peut-être manquer un petit peu d'expérience à un moment ou à un autre. Donc moi je pense qu'ils peuvent jouer une place dans le haut de tableau. La montée, ça me paraît compliqué.
Mathieu? Oui, juste pour appuyer ce que disait Greg, effectivement, ça a été une intersaison assez mouvementée du côté du FC Rouen, à tous les niveaux. Greg le mentionnait, changement de coach, donc David Gigal qui a pris la direction d'Angoulême, remplacé par un duo, Sarah Foulet-Mendy et Arnaud Marguerite. À la direction du club, Fabrice Tardy, le président, donc, qui a laissé sa place donc, à Maximilien Devailly, qui est le président officiel, et Charles Marais, qui est du coup l'actionnaire principal et qui a une part très active dans la direction du club. Et également l'effectif. Greg, tu disais beaucoup de jeunes, mais s'il y a beaucoup de jeunes, c'est qu'il y a aussi de nombreux départs, des départs d'éléments d'expérience. On va citer un pêle-mêle, il y a Nicolas Burel, Mahamadou Diarra, Damas Sidibé. Donc forcément, c'est quand même... on est parti un petit peu, on a l'impression quand même sur un nouveau projet au niveau du FCR. Tout à fait. Tu peux aussi citer Vincent Fourneuf qui est parti à Wassel, qui était aussi quelqu'un de très expérimenté, qui a apporté peut-être un peu de sérénité au groupe. Si c'est pour revenir aussi sur ce que tu disais tout à l'heure sur les matchs à domicile, c'est vrai que cette équipe manque peut-être de leader. Et dans les moments un peu compliqués, ou quand il y a un peu de pression, et bien peut-être qu'effectivement le fait qu'il n'y ait plus des Burel ou des Adama Sidibé capables un petit peu de remobiliser les troupes, et bien que ça manque fatalement. Et ça c'est peut-être la limite. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que cette équipe, à mon avis, ne montrerait pas, parce que je pense que c'est sa limite. Ça manque un petit peu de leader, ça manque de leadership. Même il y a des qualités, mais ça manque de leader. Ouais, ça manque de leader. Ouais. Greg, si les derniers mois ont été un petit peu agités au FCR sur le plan sportif, la situation a aussi été particulière, évidemment, compte tenu de la crise sanitaire, une période agitée, avec la question de la gouvernance du club, on y faisait référence tout à l'heure. Est-ce qu'aujourd'hui, le FC Rouen a retrouvé un peu de sérénité ? Alors, j'aurais tendance à dire que le FCR, c'est toujours plus ou moins en ébullition, et que en fait, c'est toujours plus ou moins comme ça, même quand tout se passe bien. Il suffit de pas de grand chose pour que la marmite, le couvercle de la marmite se soulève. C'est le FCR, c'est ce qui fait aussi que les gens aiment ce club. Un peu de sérénité, non, pas forcément, parce que comme j'expliquais juste avant, là il y a eu 2 défaites en championnat contre Versailles et Saint-Malo, et déjà à droite et à gauche fleurissaient les rumeurs de départ des entraîneurs, d'arrivée de nouveaux joueurs, de départ de joueurs aussi. C'est un secret de polichinelle, Moustapha Benzia sera en contact avec des clubs de N2 et ou de N1. Donc non, la sérénité, c'est un mot qu'on ne connaît pas forcément. Quant à la gouvernance du club, je pense qu'il y a eu quand même toute une part des supporters qui ont été frustrés, puisque si vous vous souvenez bien, les supporters ou la fédération des Curouges, on va dire des amoureux du FCR, avaient monté aussi un projet de reprise du club. Le fait que ce projet n'est finalement pas abouti, je pense que ça a frustré aussi beaucoup de supporters, et que la saison a commencé dans ce cadre-là. Donc il ne faut pas grand-chose, et notamment des mauvais résultats, pour que cette frustration ressorte et s'exprime à nouveau. Alors pour l'instant, ça s'exprime sur les réseaux sociaux. Espérons que ça en reste que là. Voilà. Oui, Greg, tu parlais effectivement de cette frustration. Il y a un autre sujet souvent qui est source de tension, on va dire, au FCR, c'est les finances. Et donc, comme tu le révélais sur les réseaux sociaux aujourd'hui, je crois, le club passe devant la DNCG mardi. Il n'y aura pas de mauvaise surprise à ce niveau-là. Est-ce que là aussi, le club a peut-être trouvé un petit peu de tranquillité, ou on est un petit peu tendu chez les supporters du FC Rouen quand on évoque la DNCG ? De toute façon, je pense qu'il y a un vrai traumatisme chez les supporters du FCR lié à la DNCG, notamment à ce qui s'est passé en 2013, puisque le club a déposé le bilan suite notamment à des décisions de la DNCG l'empêchant de monter en Ligue 2, indirectement de monter en Ligue 2. Donc je pense qu'il y a un vrai traumatisme par rapport à ça. Pour revenir à la question sur les finances à l'heure actuelle, moi je vais être très clair là-dessus. J'avais eu accès au PV de la DNCG de janvier dernier. J'ai pas eu accès au PV de juin, puisqu'il y a eu un PV en juin. Donc je ne sais pas du tout ce qui a été dit là-dedans. Les dirigeants à Chambly m'ont assuré qu'il n'y aurait aucun souci demain. Donc faisons leur confiance. Voilà. Mais j'ai pas eu accès au précédent PV de la DNCG, donc je me garderai bien de dire ou d'affirmer qu'il n'y aura aucun souci. Voilà.
Ouais. Tu faisais référence, du coup, à l'époque du précédent, enfin du dernier dépôt de bilan, du coup, en 2013, le club était en position de monter en Ligue 2. Voilà, le FC Rouen a connu de nombreuses années en deuxième division, de nombreuses années en première division, a eu aussi des participations en Coupe d'Europe. Alors les jeunes peuvent pas la connaître, la Coupe des Villes de Foire, si je me trompe pas, mais qui a précédé la Ligue Europa. On vise quoi au FC Rouen, là, je veux dire, à moyen terme? Par exemple, si on se projette d'ici 5 ans, c'est quoi l'ambition un petit peu pour ce FCR? Est-ce qu'on peut croire à la Ligue 2 ou au moins au National, ou c'est totalement utopique de dire ça aujourd'hui? Alors, moi, si on se réfère à ce que disent les dirigeants, eux, je pense pas qu'ils se projettent sur 5 ans, comme tu disais. Là, pour l'instant, les projets qui ont été mis en place, c'est sur vraiment du court terme. Après, si on essaie d'être objectif sur ce qu'est le FCR aujourd'hui, le FCR sur les 20 dernières années, je vais prendre les 20 dernières années, c'est une saison de Ligue 2. Une saison. Tout le reste, c'est du national, du CFA, le CFA2, du R1. Donc, est-ce qu'on peut légitimement viser une place en Ligue 2 à moyen terme, alors que ça fait 20 ans que le club se débat dans les divisions inférieures? Sur du court terme, moi je dis non. Voilà. Ensuite, il y a aussi tout ce qui est infrastructure. Il faut quand même rappeler que la plupart des clubs de Ligue 2 disposent d'un stade où ils sont les seuls résidents. Nous, à Rouen, le FC Rouen a un tiers de stade, puisque QRM évolue à Diochon. Le RNR, le club de rugby qui est en Pro D2, évolue aussi à Diochon. Faut aussi voir qu'en termes de terrain d'entraînement, je vais prendre l'exemple de Caen, puisque tu connais bien Mathieu, il y a un vrai centre avec des terrains synthétiques, des terrains couverts pour l'hiver, et ça, nous on n'a pas ça à Rouen. À Rouen, on a 2 synthétiques, dont un qui n'est pas vraiment en bon état, donc ça oblige le club à aller s'entraîner à la Petite Bouvrie ou à côté du stade de François, chez l'entreprise Masselin, qui prête parfois le terrain généreusement. Donc, tant en termes d'histoire, on va dire, contemporaine, que d'installation, je ne vois pas comment on pourrait viser la Ligue 2. Pour moi, c'est impossible. Voilà. Monter en N1, peut-être, dans les 4 ou 5 ans qui viennent. Mais la Ligue 2, c'est utopique. Un dernier mot, Greg. Alors je reviens au plus court terme. On évoquait le long terme. À plus court terme, on rappelle que le FCR est donc 7e du groupe A de National 2 avec 16 points à 10 longueurs du leader, le FC Lorient, qui s'est d'ailleurs emparé de la tête suite à la défaite de Versailles, battu par la baie de Malherbe ce week-end, à 10 points donc du leader, avec ses 16 unités, c'est 5 points de plus que le 14e Saint-Malo. À court terme, là, qu'est-ce qui attend les Rouennais dans les prochains jours et les prochaines semaines, les grands moments avant Noël? Alors, le FCR a été sorti de la Coupe de France au 7e tour par Chambly, donc il n'y aura pas de Coupe de France. Par contre, il reste 2 matchs à jouer jusqu'à la trêve, donc le match contre Saint-Privé, qui est donc 4e de mémoire, qui celui-ci aussi sera un petit peu du même type que celui de Plabennec, parce que ça pourrait permettre, en cas de victoire, au FCR de basculer dans la bonne partie du tableau et de se rapprocher, on va dire, des 3-4 premiers. Ça, c'est le premier match. Et ensuite, 15 jours plus tard, il y aura un match contre Blois, à Blois, où là aussi l'idée, je pense, c'est d'essayer de ramener un résultat. J'ai ouï dire qu'en fait les dirigeants avaient fixé aux joueurs et au staff comme objectif de ramener 7 points sur les 3 derniers matchs avant la trêve, donc ils en ont déjà pris 3 à Plabennec. Donc sur les 2 matchs qui viennent, l'idée, je pense, c'est de prendre le match contre Saint-Privé et de faire un match nul à Blois. Et ensuite, normalement, le club devra pas trop mal placé à la trêve. Eh bien, merci beaucoup, Greg. C'était un vrai plaisir que de partager ce petit moment autour du FCR aujourd'hui. On rappelle que toute l'actualité du FC Rouen est à suivre, tous les jours ou presque, évidemment, dans les colonnes de Paris-Normandie et sur paris-normandie.fr. Merci à vous. Merci, Greg. Et à très bientôt, évidemment, dans le débrief. Tu seras toujours le bienvenu pour évoquer l'actualité du FC Rouen. Merci encore à Grégory d'avoir été l'invité du débrief aujourd'hui. Grégory Carry-Thomas de Paris-Normandie. Voilà, Mathieu, c'est une nouvelle édition du débrief qui se referme. Elle était comme toutes les autres passionnantes. On a parlé du Stade Malherbe dans la première partie, du HAC dans la deuxième et du FC Rouen. Il y a encore plein de menus croustillants à évoquer, évidemment, d'ici la trêve de Noël, Coupe de France, championnat. Il va se passer plein de choses au Havre, à Caen. Avec nos derniers rescapés de Coupe de France, le week-end prochain, ils ne sont plus que 3.
Le Havre, comme on a dit dans la deuxième partie, qui ira jouer contre Chauvigny, parce que le match a lieu à Châtellerault. Nous aurons aussi QRM, qui est toujours en lice, et le dernier club amateur, donc qui est Évreux, donc qui jouera à l'Inas Montlhéry. On l'a évoqué la semaine dernière avec Jean Gomis pour un remake de la dernière confrontation d'il y a 3 ans. On souhaite, on dit vulgairement merde aux hommes de Romaric Butel pour qu'ils soient au 32e de finale. Eh ben voilà, c'est dit. Allez, disons-le. Et évidemment, on y reviendra dans la prochaine édition du débrief. Ce sera lundi prochain. Merci à Nathalie Briard qui a assuré la réalisation de ce débrief ce lundi soir. Merci Mathieu, c'était avec grand plaisir comme d'habitude. On se retrouve même heure, même endroit, lundi prochain pour un nouveau débrief. Salut! Retrouvez toute l'actualité du foot régional, le débrief avec Radio VSM et Foot Normand.